Bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos qui couvrira les batailles majeures de la guerre de 100 ans. Ces vidéos sont longues et difficiles à produire, donc n'hésitez pas à me faire des retours dessus, en commentant la vidéo ou en la likant, en la partageant. Ça fait toujours plaisir, et je vous en serai grandement reconnaissant. For all English speakers, subtitles are available in the options. Et maintenant, allons nous replonger dans ce conflit tumultueux qu'est la guerre de 100 ans. En l'an de grâce 1355, la France a été ravagée par la peste noire. La famine est présente sur tout le territoire, car à cette période, les récoltes n'ont pas pu être effectuées convenablement. Sur le point militaire, la défaite de Crécy et la prise de Calais sont encore fraîches dans les mémoires. C'est précisément le moment qu'attendaient les Anglais pour frapper. Le prince noir prend possession d'une armée anglaise à Bordeaux et reprend rapidement la Gascogne et la Guyenne. Il applique les tactiques que son père, Édouard III, lui a enseignées. La chevauchée. Il pille et brûle les villes et les villages de la région. En un mois, c'est une trentaine de bourgs qui sont rasés dans les environs de Bergerac. En août 1356, il renouvelle sa chevauchée et remonte avec son armée dans le Limousin. Les villes fortifiées et les châteaux sont épargnés, car la stratégie est de détruire la plus grande zone possible. La région est ainsi réduite en cendres. Pendant ce temps, les Français fortifient les ponts sur la Loire pour éviter que les Anglais aillent plus loin. Ils constituent également une armée pour contrer ces pillards. En attaquant la ville de Tours, les Anglais commettent une grave erreur. Lors d'une semaine de siège intense, les Anglais ne parviennent pas à prendre la ville, et leurs provisions s'épuisent. Le prince noir est alerté de la venue de l'hoste française et décide de rentrer à Bordeaux avec tout le butin de la campagne, et ce, le plus rapidement possible avant d'être attrapé par l'armée française. Les Anglo-Gascons utilisent des troupes montées en éclaireurs. Elles parviennent aux alentours de Chauvigny sans encombre. Ces troupes ravitaillent l'armée en détruisant les fermes et les villages sur le chemin. Les éclaireurs informent Édouard que l'armée française n'est plus qu'à une journée de marche derrière eux. Le prince décide de chercher un terrain favorable pour livrer bataille. L'armée anglaise s'arrête dans une plaine entourée de forêts et de petits villages. Il s'installe dans le bois de Noyer, proche du village du même nom. Au nord-ouest se situait le village de Flé, et au nord-est, le village de Beauvoir. Le prince noir envoie des éclaireurs pour repérer le terrain. L'armée française est encore loin, mais il préfère prendre ses précautions. La position est idéale. Une colline surplombant la vallée. De grandes plantations de vignes à l'est, qui entraveraient toute progression ennemie. À l'ouest, les Anglo-Gascons pourront compter sur les marais et une rivière, le Miosson. Le roi fait monter le camp et en prévision fait dresser une palissade pour protéger les bagages, sa tente royale et le butin de la campagne. Épuisés après cette longue journée de marche, les hommes plantent leurs tentes et s'endorment avec la tombée de la nuit. Depuis les hauteurs, les sentinelles du camp peuvent apercevoir l'armée française qui s'installe dans la plaine. La bataille aura bien lieu. Dès l'aube, les Anglais s'activent. Ils plantent des pieux pour repousser une éventuelle charge de la cavalerie française. Ils placent également des pièges, des caltropes et des chausses-trappes. Une étoile de fer servant à blesser les adversaires qui auraient le malheur de marcher dessus. Un cavalier s'approche du camp anglais. Il s'agit du cardinal de Talleyrand, envoyé par le pape Innocent VI. Il tente une médiation entre les deux camps pour épargner des vies chrétiennes. Les deux rois se rencontrent pour régler le conflit de façon diplomatique. Les Anglo-Gascons sont largement moins nombreux et menacés d'encerclement. Ils offrent donc de rendre le butin de la campagne et de ne plus porter armes
contre le royaume de France. Mais les proches du roi de France lui conseillent de faire un exemple de ces pillards qui ont détruit tout le sud du pays. Jean II propose alors un ultimatum. Il acceptera l'offre anglaise, à une condition. Le prince noir devra se constituer prisonnier avec ses plus hauts nobles. Piqué dans son orgueil, l'héritier du trône d'Angleterre refuse. Il choisira le combat. Les dés étaient jetés. Il y aura donc bien une bataille. À l'aube, les deux armées se mettent en position. Les Anglais disposent de 7000 hommes, un fort contingent de piétons gascons, ainsi que quelques troupes de traîtres français qui soutiennent la cause du roi. Les régiments d'hommes d'armes anglais accompagnent l'armée. Ils sont certes moins nombreux, mais plus aguerris, car ce sont des vétérans de plusieurs campagnes, et une troupe de 1000 chevaliers, anglais et gascons, parmi lesquels plusieurs membres de l'ordre de la Jarretière. Une confrérie créée par Édouard III, qui regroupe les meilleurs chevaliers et capitaines du royaume. Le prince noir a amené avec lui 3000 archers gallois et leurs redoutables longbows, qui ont déjà prouvé leur efficacité à Crécy. Et Édouard répartit ses troupes en 3 divisions, avec des hommes d'armes et des archers sur les flancs. Une force de cavalerie est placée sur les arrières. Du côté français, on dispose d'une colossale armée de 14 000 hommes, comprenant de nombreux chevaliers de divers duchés et comtés, ainsi que des nobles flamands et allemands, principalement de Lorraine. Tous ont répondu à l'appel de leur roi. Mais l'armée a également un fort pourcentage de milices des communes, bien moins équipées et entraînées. L'armée se place en 3 divisions, aussi appelées batailles, comme il est l'usage dans l'armée française. La première bataille est commandée par Charles, le jeune dauphin de France. La seconde par Philippe, le duc d'Orléans. Et la dernière par le roi Jean. Pour éviter de répéter l'humiliante défaite de Crécy, Jean ordonne à ses chevaliers de combattre à pied. Seuls 2 escadrons d'élite restent montés. Ils sont placés sur les flancs. Un régiment français et un flamand, placés de part et d'autre de la première bataille. Sur le flanc gauche, les Anglais se sont trop étendus. Un ordre est envoyé pour que les troupes se rapprochent de la ligne principale. Le mouvement des troupes laisse penser aux nobles français que c'est un début de retraite. Hors de question de les laisser s'échapper. Les cavaliers flamands, d'Arnoux d'Audrem, s'élancent vers la position anglaise. Ralentis par des haies et des vignes, les cavaliers sont abattus par les volées de flèches. Mais beaucoup de projectiles ricochent contre les lourdes armures. Pour sauver ses archers, Oxford leur ordonne de courir vers un marécage avoisinant, là où les chevaliers ne pourront pas les suivre. Puis, il leur ordonne de reprendre le tir, mais sur les flancs. L'effet est immédiat. Les montures tombent, refusant d'avancer ou jetant les cavaliers à terre. Les chevaliers survivants sont massacrés au corps à corps, ou se replient en désordre. Sur l'autre aile, Jean de Clermont veut prouver sa valeur, et décide, lui aussi, de charger l'aile anglaise. Jean de Clermont est tué avec ses hommes lors de la charge, lorsque son cheval, mortellement blessé, l'écrase en s'effondrant.
Son homologue anglais, John Chandos, reste loin des combats. Il se positionne en arrière de ses troupes, bien retranché derrière les palissades et les chariots anglais. Le Dauphin, commandant la première bataille française, donne l'ordre de marche. Les hommes parviennent à passer les haies qui entravent leur progression, mais ils subissent de très lourdes pertes. Les archers gallois sont redoutables et bien entraînés. Épuisée et affaiblie, la première bataille française s'écrase contre la ligne anglaise. Les combats sont rudes, mais les chevaliers français tiennent. Ils refusent de fuir. Le combat s'éternise. Au bout de 2 heures, la deuxième bataille française s'avance à son tour. Inquiet pour son fils, le roi de France demande à ce que la première bataille se replie et que son fils soit escorté hors du champ de bataille. Mais lorsque la deuxième vague voit l'hoste du Dauphin reculer au son des trompettes, son commandant, Philippe, duc d'Orléans, pense que le repli général a été sonné et se retire avec ses troupes. Il ne reste désormais plus que la troisième et dernière bataille française. On peut critiquer sur beaucoup de sujets le roi de France. Sa mauvaise gestion politique, son agressivité, son impulsivité. Mais on ne peut pas le traiter de lâche. Il ne fuira pas comme son père à Crécy. Soudain, les troupes des maréchaux Suffolk et Warwick aperçoivent une masse de chevaliers français s'avançant vers eux. Les Anglo-Gascons choisissent de passer à l'offensive. Ils s'avancent d'un pas déterminé, avant de s'apercevoir avec stupeur que les premiers rangs français ne sont pas des chevaliers, mais le corps d'élite des arbalétriers du roi. Les carreaux pleuvent. Ils sont dévastateurs et n'ont aucun mal à percer les armures à cette faible distance. La charge est lancée. Les hommes d'armes poussent leurs cris de guerre. Le clash est d'une violence inouïe. Les Anglais sont secoués. Cette troisième vague française n'a pas été touchée par les flèches. De plus, elle est constituée de troupes d'élite lourdement armées. Les Anglo-Gascons sont écrasés et reculent. John Chanos envoie certains de ses chevaliers pour stabiliser la ligne, mais reste au centre des retranchements anglais. Les archers sont rapidement à court de flèches et rejoignent la mêlée. Les Anglais tentent de stabiliser la ligne en envoyant tout ce qu'ils ont. À ce moment, Édouard joue son dernier atout. Il fait sortir la cavalerie gasconne et l'envoie contourner les Français.
Le détachement fait le tour d'une colline et charge les arbalétriers par surprise, avant de s'enfoncer sur les arrières français. Convaincu du résultat, Édouard détache 200 chevaliers et les fait monter pour effectuer la même manœuvre sur le flanc droit. La ligne française, en infériorité numérique, perd rapidement pied et de nombreux soldats commencent à fuir. La déroute s'empare de l'armée française. Cette dernière perd toute cohésion et se désintègre. Les hommes fuient pour sauver leur vie. Une dernière poche de soldats français continue de combattre. Au milieu de la mêlée, les Anglais distinguent un chevalier, accompagné d'un enfant de 14 ans en armure. Il s'agit du roi Jean et de son plus jeune fils Philippe. Ils sont rapidement encerclés. Une foule de soldats qui clament à qui voudra l'entendre que le prisonnier lui appartient. Mais Jean refuse de se rendre à de simples soldats. Les combats cessent, la foule se fend. Denis de Morbecque, un traître français servant avec les Gascons, arrive pour obtenir la reddition du roi. Le roi accepte et lui tend son gantelet. Après la capture du roi de France, le pays tentera d'obtenir un traité de paix avec les Anglais. En 1360, soit 4 ans plus tard, le traité de Bretigny est signé. Il donne une large partie du sud du pays à l'envahisseur. La France est abattue. Mais le pire est à venir. Dans un prochain épisode, nous découvrirons comment la guerre se poursuivra quand le traité de paix de Bretigny sera rompu et que les Anglais s'attaqueront une fois de plus à la Normandie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Vini. Je vous dis à une prochaine. Portez-vous bien.